Et classiquement, les oscillateurs on va dire électriques utilisent la multiplication de fréquences et ça a pour conséquence de dégrader le bruit de phase. Et donc, nous, on ne veut pas être limité par cette dégradation. Donc, le principe d'un oscillateur, déjà, c'est un discriminateur de fréquence dont la sortie contre-réagit positivement sur l'entrée. Et donc, on a des conditions d'oscillation, celles de Barkhausen, qui nous permettent d'obtenir une oscillation à une fréquence F0 et à une amplitude bien stable. Et donc, c'est la saturation d'un des composants qui va, saturation non linéaire d'un des composants qui va faire atteindre la stabilité en amplitude de la fréquence sélectionnée. Donc, l'OEO, le but, c'est de faire un résonateur optique pour une fréquence RF. Donc, on utilise pour ça une fibre optique qui sert de ligne à retard. La boucle formée à partir de cette fibre, longue de quelques kilomètres, permet d'obtenir des facteurs de qualité très élevés, typiquement 10 puissance 5. Et la fibre aussi présente peu de pertes, donc on peut stocker beaucoup d'énergie dans la boucle. On vient ensuite rajouter un filtre RF qui permet de sélectionner la fréquence qui nous intéresse. On amplifie ensuite le signal dans le domaine électrique pour ensuite venir moduler la source optique. Donc, cette technologie a pour avantage de créer des signaux à la fois en optique et en électrique et d'atteindre des très faibles bruits de phase. Et on pourra remarquer que la formule du facteur de qualité augmente avec la fréquence de sélection et la longueur de fibre. Donc, c'est très intéressant et ça va dans le sens inverse de la multiplication de fréquences. Donc, dans l'état de l'art, Je crois qu'on ne vous entend plus. Il semble y avoir un problème de micro. Moi, j'entends plus. Pour les lidars radars, pour la cryptographie chaotique et les calculs neuromorphiques. Pour ces deux derniers, on va utiliser les non-linéarités de la modulation. Et sinon, pour les télécoms ou la génération de fréquences, on reste dans la zone linéaire de modulation du Mach-Zehnder. Donc, il y a un record de bruit de phase qui a été démontré en 2008 dans la littérature, c'est celui de Liut-Maleki. Donc, on peut atteindre des bruits de phase de l'ordre de moins 163 dBc par Hertz à 6 kHz. Donc, on peut voir sur la figure de droite, en haut à droite également, qu'il y a un gros engouement sur ces sujets-là et notamment à 10 GHz. Donc, pour l'OEO à modulation directe, le but, c'est de remplacer les modulateurs Mach-Zehnder par une modulation directe d'un laser. Cela permet de réduire la taille du système et sa complexité, donc on gagne en compacité. Et on cherche à générer des signaux monomodes stables présentant un bas bruit de phase. Donc on utilise un laser DFB à modulation directe. Ensuite, la lumière se propage dans une fibre de longueur kilométrique. On utilise ensuite une photodiode pour passer dans le domaine électrique. Puis on filtre le signal à 10 GHz grâce à un filtre RF. On amplifie ensuite ce signal pour le réinjecter en modulation du laser. Donc on peut voir sur le schéma de droite, finalement, la boucle fibrée résonne à ces fréquences de l'intervalle spectral libre. On vient sélectionner autour de 10 GHz un certain nombre de modes. On amplifie et suite à la saturation de l'amplificateur, finalement, c'est le mode central de cette bande qui va osciller. Donc, expérimentalement, on alimente notre laser à 70 mA. On utilise aussi des éléments pour éviter la rétro-injection optique de façon à ne pas dégrader la dynamique du laser. On utilise une fibre de 5 km, donc c'est une fibre optique classique SMF28. Un coupleur pour adapter la puissance optique sur la photodiode. Ensuite, on amplifie de 36 dB, on filtre à 10 GHz.
on réamplifie de 28 dB, on prélève la moitié du signal pour l'étude et on réinjecte l'autre moitié du signal sur le laser en modulation directe. Donc, pour les résultats, on observe bien des signaux stables à 10 GHz, donc qui est relativement puissant en plus, de 15 dBm, et avec un taux de réjection assez élevé de 60 dB également. Donc, on observe toujours les modes non oscillants de la fibre optique. Donc, on peut voir que l'ISL de la boucle est de 40 kHz, ce qui correspond à 5 km de longueur de fibre. De plus, la saturation de l'amplificateur optique du deuxième génère des distorsions et on observe un signal stable aussi à 20 GHz, donc de moins 5 dBm. Donc, ce qu'on aimerait à partir de ces résultats, c'est de d'augmenter le taux de réjection et réduire, c'est ça, réduire la taille des pics non oscillants. Et donc, on va s'intéresser au bruit de phase. Donc, à 10 GHz, on observe un bruit de phase qui vient trouver son palier autour des moins 140 dBc par Hertz et dont la valeur caractéristique est de moins 135 dBc par Hertz à 10 kHz de la porteuse. Et le bruit de phase du signal à 20 GHz est quelques dB au-dessus, 6-7 dB au-dessus, qui est cohérent avec la multiplication de fréquences finalement. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a des modes non oscillants qui viennent vraiment finalement casser le gain en bruit de phase qu'on a à 10 kHz. Mais sinon, on a un bruit de phase qui est relativement bon quand même, puisqu'on peut descendre en dessous du bruit de phase de notre synthétiseur Rode-Schwarz, qui présente un très bon bruit de phase à moins 120 dBc par Hertz à 10 kHz. Donc, j'ai dit que les signaux étaient stables, mais on observe tout de même un drift, une dérive en fréquence de quelques hertz par seconde, toujours vers les basses fréquences. Donc, c'est sans doute dû à la dilatation thermique de la fibre qui n'est pas thermalisée. On l'a mise dans une boîte, mais elle n'est pas thermalisée. Donc, comme on veut réduire les modes non oscillants, on peut utiliser un schéma double boucle. Donc, cette fois-ci, on sépare le signal optique après 5 km pour le faire se propager d'un côté directement vers la photodiode, puis de l'autre côté vers une fibre de 1 km avant d'aller vers une autre photodiode identique. On a des phaseurs RF, on combine les deux signaux électriques avant de les amplifier. Et en fait, comme les deux lignes à retard n'ont pas la même longueur, ils ne présentent donc pas le même intervalle spectral libre, et donc on observe un effet Vernier. On s'attend à un effet Vernier. Et donc, c'est seulement les modes qui sont communs aux deux spectres qui se propagent et qui ne sont pas filtrés. Donc, on devrait observer un filtrage périodique des modes non oscillants. Et le reste du schéma est le même que pour l'architecture à simple boucle. Donc, on observe une réduction drastique des modes non oscillants proches de la porteuse. Donc, c'est là que ça peut être potentiellement le plus intéressant pour des applications. Donc là, on a 100 dB de réjection entre la porteuse et le premier mode non oscillant pour le signal à 10 GHz et 80 dB pour le mode le plus haut. Et donc on observe toujours un signal stable à 20 GHz de moins 7 dBm de puissance électrique. Donc concernant le bruit de phase, donc on voit bien l'effet de cette architecture et de l'effet Vernier. On voit une réduction très importante des modes non oscillants dans le bruit de phase. Donc là, on est quasiment meilleur que notre synthétiseur très bas de bruit de phase quasiment partout. Donc, on observe une très bonne réduction. Donc là, on a un palier aussi autour de moins 140 dBc par Hertz et on est toujours à moins 135 dBc par Hertz à 10 kHz de la porteuse. Donc, je conclurai. Donc, on a démontré la possibilité d'utiliser la modulation directe pour créer un OEO. Donc, on l'a testé dans deux configurations différentes, simple boucle et double boucle, et montré que la double boucle permettait de réduire le bruit de phase des modes non oscillants. Donc, c'est des signaux qui sont vraiment très purs et qui présentent de très bas bruits de phase et qui sont relativement puissants. Donc, ça
est déjà utilisable pour des applications qui ont besoin de ces puissances-là, donc autour de 15 dBm. Bon, il y a encore la dérive en fréquence, mais ça, éventuellement, ça peut être diminué par la thermalisation des fibres. Et la perspective de la modulation directe, c'est de ne plus avoir le modulateur Mach-Zehnder, donc ça nous économise un composant, et ça ouvre aussi la voie à l'intégration de cette architecture sur des puces d'optique intégrée. Voilà, et nous, ce qu'on voudrait faire dans le futur, c'est de la recherche de régimes non linéaires de dynamique non linéaire dans ce circuit, donc pour la génération d'impulsions, pour la recherche de bifurcation ou de signaux chaotiques. Merci de votre attention.